Hello, lancer une ACP, c'est facile. Un clic et hop, des graphiques colorés. Mais ensuite, 10 tableaux, 4 graphiques et là, le vide noir. 90% des étudiants s'arrêtent là. Ils ont les résultats, mais aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Aujourd'hui, on ne va pas juste faire une ACP. On va apprendre à la faire parler. Je vais vous montrer comment transformer ce nuage de points illisibles en une histoire claire. Les 7 erreurs qui ruinent la mémoire et pourquoi, dans le sport comme en économie, ce qui compte le plus souvent, c'est ce qu'on ne voit pas au premier regard. Avant de commencer, likez la vidéo si vous voulez avoir plus de contenu sur l'ACP, les statistiques et les méthodes causales en général. Laissez un commentaire pour me dire ce qui bloque la plupart du temps dans vos interprétations et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Revenons dans le vif du sujet. Avant de regarder le premier graphique, il y a une erreur qui détruit des ACP entières et la moitié des étudiants la font. J'appelle ça le crime de l'unité. Imaginez vos données. D'un côté, vous avez le PIB en milliards, de l'autre, le taux de croissance dans un secteur donné en pourcentage. Des nombres énormes et des nombres tout petits. Si vous lancez une ACP comme ça sans rien faire, le logiciel va croire que le PIB est la variable la plus importante. Pas parce qu'il l'est vraiment, mais simplement parce que les chiffres sont plus gros. Et ça, c'est une catastrophe statistique. La règle d'or en ACP est simple. Toujours centrer et réduire les variables. On évite ici l'effet taille. Et en réalité, on ne compare pas les unités, on compare des variations. L'ACP au fond, c'est l'art de simplifier. Si vous gardez tous vos axes, autant garder tous vos données de départ. Il faut donc faire un sacrifice. Et pourquoi ça? Et pour ça, on regarde ce graphique, le script plot. Regardez la courbe. Vous voyez ce petit coude? C'est souvent là que l'information s'arrête et que le bruit commence. L'erreur classique, c'est de vouloir expliquer 100% de la variance. Mais en pratique, ce n'est pas le but. Si vos deux premiers axes capturent 60 à 90% de l'information, vous avez déjà gagné. Pourquoi? Parce que vous venez de résumer 15 variables en seulement 2 dimensions et ça, c'est toute la puissance de l'ACP. Prenons maintenant notre exemple du décathlon. Elle contient plusieurs athlètes et dans chacun d'eux, leur performance dans les 10 épreuves du décathlon, c'est-à-dire les courses, les sauts et les lancers. Chaque ligne correspond à un athlète et chaque colonne à une épreuve. Voici le script plot. Le premier axe explique 35%, le deuxième 16% et le troisième axe 13%. Et là, beaucoup d'étudiants tombent dans le piège classique et disent l'axe 3 ne fait que 13%, n'explique que 13%, je le jette. Et ça, c'est l'erreur numéro 4. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le pourcentage, c'est la forme de la courbe. Regardez bien, le coude est très doux à ce niveau. Ça veut dire que l'axe 3 contient encore une information réelle. Si vous le supprimez trop vite, vous risquez simplement de passer à côté d'une dimension importante de performance. Là, nous entrons donc dans les cercles de corrélation qui donnent la carte des variables. C'est ici que l'ACP commence vraiment à parler. Oubliez les tableaux des chiffres, regardez simplement les flèches. 3 règles suffisent pour lire ce type de graphique. La première règle, la proximité. Si 2 flèches pointent dans la même direction, par exemple l'éducation et la santé, elles racontent la même histoire. Elles sont corrélées. Deuxième règle, l'opposition. Si 2 flèches sont face à face, comme PIB et mortalité, la relation est négative. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Troisième règle, la longueur. Et c'est là que beaucoup d'étudiants se trompent. Si une flèche est courte, proche du centre du cercle, cela veut dire qu'elle est mal représentée sur ce plan. Donc la règle simple, on ne l'interprète pas. Maintenant, regardons notre exemple du décathlon. Sur le plan axe 1-2, observez le javelot. Il est tout petit, presque au centre. C'est l'erreur numéro 5. Vouloir interpréter une variable mal représentée. Sur ce plan, le javelot ne nous dit rien. Mais regardez maintenant le plan en 3. Et là, tout change. Le javelot explose. Il devient l'une des variables les plus importantes de l'axe 3. Et c'est là que l'ACP révèle son histoire. L'axe 1 décrit surtout la vitesse et la puissance. L'axe 3
capte plutôt l'adresse technique comme le javelot ou la pêche. Si vous ignorez l'axe 3, vous passez tout simplement à côté d'une dimension entière de la performance. Maintenant, il convient pour nous de nommer les axes. Le logiciel vous donnera simplement axe 1, axe 2, axe 3, axe 4, etc. Mais dans un mémoire, ça ne suffit pas. C'est à vous de leur donner un sens. Et c'est là que la vraie analyse commence. Regardons notre cercle de corrélation du décathlon. Sur l'axe 1, on observe quelque chose d'intéressant. À droite, on trouve le saut en longueur, le saut en hauteur, le poids et le disque. En bref, des épreuves qui demandent force et puissance explosive. À gauche, on trouve plutôt le 100 mètres, le 110 mètres, le 400 mètres. Des épreuves de vitesse pure. Dans cet axe oppose clairement deux types d'athlètes, les profils de vitesse contre les profils de puissance. On peut donc nommer l'axe 1, l'axe vitesse-puissance. Regardons maintenant l'axe 2. Ici, ce qui ressort surtout, ce sont le 1500 mètres et la perche. Ces épreuves demandent autre chose comme l'endurance et de la technicité. Cet axe semble donc capter une dimension plus technique et stratégique de la performance. On peut donc appeler l'axe 2 l'axe endurance, technicité. Et maintenant, regardons l'axe 3. C'est ici que l'on découvre quelque chose d'intéressant. Sur le plan 1-2, le javelot était presque invisible, mais sur le plan 1-3, il devient très important. Cela signifie que l'axe 3 capte une dimension très spécifique, les épreuves d'adresse et de gestes techniques, comme le javelot ou la perche. On peut donc interpréter l'axe 3 comme étant l'axe de l'adresse technique. En clair, dans notre analyse du décathlon, l'axe 1, c'est l'axe vitesse-puissance, l'axe 2, c'est l'axe endurance-technicité et l'axe 3, c'est l'axe d'adresse technique. Et c'est là ce travail d'interprétation que l'on attend dans un mémoire. Parce qu'une ACP ne sert pas seulement à faire des graphiques, elle sert à relever des dimensions cachées d'un phénomène. Et en économie ou en sciences sociales, c'est exactement comme ça qu'on identifie le développement humain, la pauvreté, l'accès à des services essentiels. On transforme des dizaines de variables à quelques grandes dimensions qui racontent une histoire. Là, il faut qu'on parle des éléments qu'on met en supplément. Jusqu'ici, on a construit la carte principale de notre analyse. Mais maintenant, on va utiliser l'une des fonctions les plus puissantes de l'ACP, les éléments supplémentaires. L'idée est simple. On projette de nouvelles informations sur la carte sans changer la carte. Un peu comme placer un nouveau point sur une carte de GPS sans redessiner tout le territoire. Prenons le cas des variables supplémentaires. Dans notre exemple, on ajoute deux variables, point et rank. Mais attention, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des résultats. Donc, on ne veut pas qu'elles influencent la construction des axes. On veut simplement voir où elles tombent sur la carte. Regardez maintenant la flèche point. Elle est presque alignée avec l'axe 1. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça confirme notre interprétation. L'axe 1 correspond bien à la performance globale. Autrement dit, plus un athlète est à droite de l'axe 1, plus il marque de points. Notre modèle tient la route. En 2, on regarde les individus qu'on met en supplément. Les variables ne sont pas les seules choses qu'on peut ajouter. On peut aussi projeter de nouveaux individus sur notre carte. Et ça ouvre plusieurs possibilités très utiles dans la vie réelle. Le cas 1, l'athlète atypique. Imaginez un athlète qui se blesse et fait 0 javelot. Si on l'inclut dans le calcul, il risque de tirer tout l'axe vers lui et fausser l'analyse. La solution, on le met en supplément. Il apparaît sur le graphique, mais il n'influence pas la construction des axes. Le cas 2, c'est un nouveau venu. Une autre situation. Vous avez construit un ACP avec les Jeux Olympiques de 2024 et maintenant vous voulez comparer un athlète des années 80. Pas besoin de refaire tout l'ACP. Vous pouvez simplement le projeter comme un individu supplémentaire.
il se place sur la carte et vous voyez immédiatement à quel type d'athlète il ressemble en 2024. Le cas 3, ce sont les groupes. On peut même aller plus loin. Au lieu de projeter un athlète, on peut projeter la moyenne d'un groupe. Par exemple, la moyenne des juniors, la moyenne des seniors. Ces points deviennent alors des repères pour pouvoir comparer des profils. Les éléments supplémentaires permettent donc de valider l'interprétation des axes que nous avons nommés et que nous avons donné un sens, comparer de nouveaux individus et analyser des groupes. Et surtout, tout cela sans modifier la structure de l'ACP de base. On ajoute de l'information sans casser le modèle. Et c'est pour ça que dans la recherche, en économie, en sport, en sciences sociales, cette fonctionnalité est extrêmement précieuse. Jusqu'ici, on a analysé les variables. Maintenant, regardons les athlètes eux-mêmes. Chaque point sur ce graphique représente un décathlonien. Et la position de chaque athlète résume l'ensemble de ses performances dans les 10 épreuves. Autrement dit, chaque point est le profil sportif complet d'un athlète. Regardons maintenant l'axe horizontal, l'axe 1. On a vu tout à l'heure qu'il représente surtout la puissance et la performance globale. Donc, plus un athlète est à droite, plus il est performant dans les épreuves de puissance. Et ici, regardez deux noms bien connus, Serble et Clé. Ils sont clairement à droite du graphique. Cela signifie qu'ils dominent les épreuves les plus déterminantes du décathlon. Ce sont typiquement des athlètes complets et très performants. Maintenant, regardons de l'autre côté. Tout à gauche, on trouve Bourguignon. Il est très éloigné du centre. Cela signifie que son profil est très différent de la moyenne des athlètes. En ACP, plus un point est loin du centre, plus son profil est atypique. Maintenant, regardons l'axe vertical, l'axe 2. Cet axe oppose plutôt des profils d'endurance et de technicité à d'autres types de profils. Par exemple, certains athlètes comme Noul ou Bernard montent vers le haut du graphique. Cela signifie qu'ils se distinguent sur des épreuves spécifiques captées par cet axe. Et c'est là que l'ACP devient vraiment intéressant parce qu'elle permet de voir des familles de profils sportifs. Certains athlètes sont plutôt explosifs, d'autres plus techniques, d'autres encore plus équilibrés. Et cela apparaît visuellement sur la carte. Mais il faut faire très attention à une chose, et c'est l'erreur numéro 7. Ne pas confondre corrélation et causalité. Ce graphique ne dit pas pourquoi un athlète est performant. Il montre simplement comment ses performances se structurent par rapport aux autres. Par exemple, ce n'est pas parce que Seb est à droite qu'il gagne à cause. Par exemple, ce n'est pas parce que Seb est à droite qu'il gagne à cause d'une seule épreuve. L'ACP ne montre pas des courses, elle révèle des structures et des ressemblances. C'est justement pour ça que cette méthode est si utilisée en économie, en sociologie, en analyse du développement. Parce qu'elle permet de transformer des dizaines de variables en cartes simples qui révèlent juste des profils. Sur ce graphique, les athlètes en bleu sont des individus en supplément. Ils n'ont pas servi à construire les axes, mais on les a projetés sur la carte pour voir à quel type de profil ils ressemblent et leur position nous donne déjà beaucoup d'informations. Regardez par exemple Lorenzo, Casaza ou Thury, ils sont situés plutôt à gauche du graphique. Or, on a vu la partie gauche de l'axe 1 est associée aux épreuves de vitesse 100 mètres, 400 mètres. Cela signifie que ces athlètes ont probablement un profil plus orienté vitesse que puissance. Les athlètes comme Smirnov, Gomez sont proches du centre du graphique. En ACP, cela signifie généralement une chose. Leur profil est assez équilibré. Ils ne dominent pas particulièrement une dimension spécifique du décathlon.
Donc, ces individus qui se rapprochent du centre sont beaucoup plus équilibrés. Avant de conclure, je voudrais vous montrer trois pièges très fréquents. Même les étudiants avancés tombent dedans. Le premier piège est le signe des axes. Parfois, vous lancez votre ACP et vous voyez que la performance est du côté négatif de l'axe. Et là, certains pensent, j'ai fait une erreur. En réalité, pas du tout. Le logiciel choisit simplement le sens de l'axe au hasard. Mathématiquement, un axe peut être inversé sans que l'analyse change quoi que ce soit. Donc, si votre axe fonctionne comme ça, gauche égale la meilleure, alors dites simplement, vers la gauche, les performances augmentent. C'est l'interprétation qui compte, pas le signe. Le second piège, une variable peut être bien alignée avec un axe et pourtant ne pas vraiment construire cet axe. Pourquoi? Parce que ce qui construit l'axe, c'est la contribution, pas seulement la corrélation visuelle. Donc, réflexe important. Toujours regarder le tableau des contributions. C'est lui qui vous dit quelle variable structure réellement l'axe. Troisième piège très classique. Faire une ACP avec trop peu d'individus. Par exemple, 5 individus et 10 variables. Statistiquement, c'est très fragile. La règle simple à retenir est la suivante. Essayez toujours d'avoir plus d'individus que de variables. Plus votre échantillon est grand, plus votre ACP sera stable et fiable. Une bonne ACP, ce n'est pas seulement lancer le logiciel et afficher des graphiques. C'est aussi savoir éviter ces pièges d'interprétation. C'est exactement ce qui fait la différence entre une analyse descriptive et une vraie analyse scientifique. Et à ce stade, beaucoup d'étudiants font la même erreur. Ils copient tous les tableaux du logiciel et les collent dans leur mémoire. Résultat, 30 pages de chiffres et presque aucune interprétation. En réalité, une bonne ACP tient souvent en trois graphiques clés. Le script plot pour justifier le nombre d'axes, le cercle de corrélation pour interpréter les axes, et enfin, le plan des individus pour lire les différents profils afin de montrer. À votre conclusion, ne répétez pas les chiffres. Expliquez plutôt ce que l'ACP révèle. Par exemple, pourquoi l'axe 3 est important dans votre analyse, pourquoi certains athlètes sont extrêmes sur la carte et ce que cela apporte à votre problématique de recherche. La règle d'or. Arrêtez de copier-coller tous les tableaux de factor minor dans R. Un bon rapport d'ACP, ce n'est pas une accumulation de chiffres, c'est une interprétation claire de quelques graphiques clés. Une ACP réussie, ce n'est pas celle qui produit plus de tableaux, c'est celle qui raconte mieux l'histoire des données. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.